L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. L'invité de ce matin avec vous, Inès Kouassi, bonjour. Bonjour à nous. Merci d'avoir contribué à notre débat de ce matin. C'est un plaisir. Vous êtes directrice de Terre à Terre Bénin, initiatrice du Café Environnement. Merci d'avoir sacrifié votre matinée et d'être à nos côtés pour cet entretien. Je suis avec Kales Kitoumé, bonjour à nouveau. Journaliste au sein du groupe de presse ESAE. Kales Kitoumé, elle est à vous. Nous sommes le 8 mars. Jour de la célébration des droits des femmes, voilà. C'est lui qui doit me cuisiner. On va cuisiner ensemble. Je vais dire, d'entrée, je vais dire que j'ai beaucoup d'admiration pour Inès Kouassi. C'est gentil. Que j'ai connu sur une autre chaîne, qui faisait une émission qui me plaisait beaucoup, une émission avec beaucoup de vie. Et la façon dont elle bougeait dans l'émission me faisait beaucoup. Elle bougeait. Vous avez parlé tout à l'heure que vous aimez quand même dans les bars voir que certaines choses. Et là, vous parlez d'elle bougeait. Non, mais une femme, c'est beaucoup de choses. Vont... Et elle bougeait énormément et puis c'était vivant. Il y a beaucoup d'émissions dans le genre qu'on connaissait, mais c'était plutôt plateau, c'était statique, c'était coincé. Mais avec elle, par contre, c'était autre chose. Ça bougeait. C'était la vie et j'aimais beaucoup ça. Et là, je l'ai découvert dans une nouvelle vie et que j'aime beaucoup aussi. Mais je lui ai dit hier que je dis les femmes, elle, je la mets à part. Je la mets à part et on peut voir comme elle est habillée aujourd'hui. En temps normal, le 8 mars, les femmes elles viennent avec le lace le plus cher qu'elles ont dans leur tiroir, les talons les plus hauts possibles, le foulard le plus haut, le plus beau possible avec des bijoux à ne pas en finir. Mais regardez là. Elle est belle? Comme ça? C'est pas moi qui le dis. On va pas tomber dans le piège. La nature même trouve qu'elle est belle. Et elle est belle par ses initiatives. Merci. Son mari est jaloux. Hein? Oh, je le respecte beaucoup. C'est un ami, son mari. Nous avons fait du chemin ensemble. Son papa est derrière. Fais gaffe. Alors, nous avons habité dans le même quartier. Je la voyais passer avec beaucoup d'admiration. Mais ce n'est pas aller au-delà de cette admiration. De cette admiration. Merci beaucoup. Je la respecte beaucoup. Merci beaucoup. Aujourd'hui, c'est la journée internationale des droits de la femme. Et on dit droit de la femme, il y a beaucoup d'amalgames qui se font, on dit c'est la fête de la femme et tout. Mais pour vous, Inès Kouassi, journée internationale des droits de la femme, qu'est-ce que ça vous dit? Ce n'est pas vraiment une fête, c'est un moment de réflexion pour pouvoir améliorer les conditions de travail, surtout des femmes, puisque au départ, c'est d'abord en reconnaissance à la lutte que les femmes ont menée pour que leurs conditions de travail, que dans le milieu professionnel, elles puissent avoir des conditions meilleures et qu'à compétences égales, on puisse les rémunérer de façon utile et égale aussi. Donc, pour moi, le 8 mars, on parle bien de la Journée internationale des droits de la femme. Ce n'est pas la fête des femmes, ce n'est pas la fête des mères, mais oui, au cœur du débat, ce sont les femmes. Ce sont les femmes. Et chaque 8 mars, comment vous vous sentez en tant que femme très engagée? Ça va paraître un peu bizarre. Parfois, je ne réalise pas qu'on est le 8 mars. Pourquoi? Vous ne vous sentez pas impliqué par cette fête? Vous ne vous sentez pas concerné? Vous voyez, vous parlez de fête. Donc, quand vous dites fête, je ne me retrouve la pas. journée, elle est consacrée aux femmes, c'est vrai, on va réfléchir. On célèbre les droits, oui. Oui, on célèbre les droits, mais il y a aussi un côté festif.
Oui, pourquoi pas. Mais bon, aujourd'hui, moi, je travaille, par exemple. Donc, je ne suis pas en train de fêter pour fêter. Parce que je veux aussi améliorer mes conditions de travail. Je veux pouvoir améliorer mes revenus. Je veux pouvoir être plus épanouie parce que j'ai encore des aspirations. Et pour ça, oui, je travaille. Alors, que pensez-vous des droits de la femme béninoise? Vous parliez tout à l'heure de polygamie et je pense que pour les femmes qui, comme moi, ne sont pas pour la polygamie, c'est surtout la pression psychologique et la pression émotionnelle aussi. Et je pense qu'en tant qu'être humain, on a le droit d'être épanoui. On a le droit de se sentir bien dans sa relation. Surtout quand on n'est pas allé prendre le mari de quelqu'un d'autre, se mettre en danger soi-même et tout ça. Donc, c'est important. Donc, les femmes béninoises, j'aimerais revenir un petit peu à mon quotidien professionnellement. Ce sont des Amazones. Quand nous parlons de l'environnement, les questions de l'eau, vous savez, quand vous implémentez un projet dans une région et que vous voulez aider les femmes, par exemple, à avoir de l'eau, que vous ne vous assurez pas que le positionnement choisi est le plus convenable pour elles, vous avez réalisé votre forage, mais elles ne vont pas l'utiliser. Parce que, et c'est arrivé hein, dans certaines régions, le projet est venu, on a fait le forage, mais les femmes continuent de parcourir des kilomètres pour aller puiser de l'eau. Une eau qui est souillée et qui n'est pas de bonne qualité. Et l'enquête a révélé en fait que elles ont dit, vous auriez dû nous demander, parce que le matin, quand une femme a été peut-être battue ou maltraitée, quand une femme a été victime d'agression verbale vis-à-vis de son mari, ou quand il y a des problèmes, c'est le matin en faisant la corvée d'eau qu'elles se parlent. C'est le matin en faisant la corvée d'eau qu'elles se conseillent. Donc, elles ont besoin de temps. Elles ont besoin peut-être d'une heure en aller-retour pour pouvoir régler la question. Mais quand c'est au cœur de la concession, là, vous les empêchez de parler parce qu'il y a des ouïes indiscrètes qui vont entendre le discours ou les positions des uns et des autres. Donc, c'est compliqué. Les femmes, elles travaillent beaucoup dans ce que nous appelons la lutte contre les changements climatiques et elles sont souvent victimes aussi. Donc, quand vous êtes dans le monde, là, de café oui, bien environnement. sûr. Non pas de café environnement, mais de terre à terre bilan. Vous voyez, quand on a des situations de guerre, par exemple, les femmes, c'est difficile parce qu'elles se retrouvent en déplacement. D'accord? Et quand elles se déplacent, elles vont dans des régions qu'elles ne maîtrisent pas. Et elles se retrouvent en position d'insécurité. Il y a eu des femmes qui ont été violées simplement parce qu'elles ont quitté leur maison, parce que les ressources sont devenues rares, même en parlant de changement climatique, sans forcément que ce soit la guerre. Donc, tout ça, c'est compliqué pour les femmes. Et je vais venir sur les droits. Dans le Koufo, vous savez, les femmes, elles n'ont pas droit à la terre. Ce n'est pas que dans le Koufo. Et on dit c'est le mari qui permet aux femmes d'aller au champ, de cultiver et d'avoir des ressources. Mais on ne lui donne pas d'autres ressources. On dit on t'a donné une terre. Et on lui donne une terre dégradée qui ne produit rien. C'est difficile pour la femme, dans ces conditions, de pouvoir pleinement assumer son rôle et de pouvoir nourrir ses enfants et de pouvoir s'en sortir. Donc moi, si cette journée peut permettre que pour les questions environnementales, par exemple, ces problèmes-là soient adressés, on aura fait œuvre utile. D'accord, dans votre propos, vous avez parlé de la femme comme si la femme devait tout faire. Mais il y a quand même l'homme aussi qui est là, qui accompagne la femme. Et quand nous parlons des droits de la femme, est-ce que ce n'est pas l'occasion de lui rappeler tous ses devoirs tout de suite? Oui, ce sont deux pièces d'une même médaille. Il n'y a pas de droit sans devoir. Et on est naïf de ne pas y penser. Il y a un de vos collègues hier qui disait, moi, chaque 8 mars, papa, il fait tout et tout ça. Mais juste après, on la laisse revenir à son quotidien. Parce que oui, ça reste une journée. On l'honore une journée. Ce n'est pas assez. Mais bon, je trouve que c'est déjà un bel exemple. On doit passer à la semaine de la femme? Non, en fait, tout ça pour moi, ça reste un peu comme du théâtre. Oui, et puis, non, il faut du concret. Il faut agir. Au lieu d'offrir les tissus pour le 8 mars aux femmes, formez-les, par exemple. Il faut voir le besoin qui permet réellement leur épanouissement in fine.
Le gouvernement actuel quand même a actionné les leviers pour quand même promouvoir la femme. Est-ce que, après expérimentation, est-ce que vous constatez des effets probants? Personnellement, je suis de ceux qui pensent qu'il faut se lever, il faut travailler, il faut y aller. On a des ambitions, on a des rêves, on se donne les moyens. Je n'attends pas le gouvernement, personnellement. Et souvent, je dis, bon, depuis que je suis née, aucun gouvernement, peu importe le président, n'a réellement changé ma vie. Donc, j'attends pas grand-chose. Enfin, ils font ce qu'ils ont à faire, ils essayent, et c'est louable les efforts. Aujourd'hui, on a Madame Bokpe Nyankadja, pardon, qui est à la tête de l'Institut, voilà, l'INF. Elle met de son expérience, elle met de son cœur aussi. C'est le lieu de saluer le travail qu'elle fait. Mais bon, chacun doit se lever. Oui, mais les femmes, c'est leur journée. Et nous savons que c'est une lutte qui a amené à l'adoption de cette journée. Et ces luttes aujourd'hui, par endroits, sont peut-être à revoir. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, l'IVG, c'est comme un droit acquis pour les femmes, mais ça pose problème aujourd'hui dans certains pays. Pendant que les gens l'inscrivent carrément dans leur constitution, il y a des pays où les médecins refusent volontairement de l'appliquer. Il y a de ces droits que les femmes ont acquis, l'égalité avec l'homme. C'est beaucoup de choses, mais est-ce que toutes ces choses-là ne sont pas à être vraiment repensées par les femmes elles-mêmes, selon leur contexte, pour que ce soit vraiment applicable? Dans la mesure où, tel que ça se fait ailleurs, si on veut forcément les transplanter, je crois qu'il y a mal donné. Qu'est-ce que vous pensez de la question? On ne peut pas se développer en mettant les jeunes à part, les aînés à part. Ça doit être transgénérationnel. On ne peut pas non plus avoir des résultats probants en mettant les hommes à part et les femmes à part. Ça doit se faire ensemble. Et pour y arriver, il faut savoir ce que les familles désirent, qu'est-ce que les familles veulent. Et c'est comme je le disais dans le débat tout à l'heure, qu'est-ce que vous vous êtes dit avant d'y aller? Donc, c'est important. Et ce n'est pas sans l'homme, parce qu'il y a sa responsabilité aussi qui est engagée. Est-ce que les femmes doivent repenser ces questions-là? Pas seules. Elles doivent le faire en considérant la famille, en considérant leur communauté. Et les réalités africaines ne sont pas les mêmes occidentales. C'est important de tenir compte de son milieu de vie et de ce qui est possible. Alors, on va parler également de terre à terre et de l'environnement. J'ai tout de suite envie de vous poser la question de savoir pourquoi cet amour fou pour l'environnement? Cet amour pour l'environnement, pas passion et puis pas devoir. Pas passion parce que quand j'étais au second cycle, en classe de seconde, j'ai bénéficié du programme Global Learning and Observation to Benefit the Environment, qui est un programme initié par la NASA, qui nous avait permis d'installer une mini-station météo dans notre collège. On pouvait mesurer les températures minimales, maximales, identifier les nuages et surtout, ne rien jeter nulle autre part que dans des poubelles. Ça a été la passion, parce que je bluffais un petit peu ma mère quand je rentrais pour lui dire, bah, tu sais, là, on a du cumulus, on a du stratus, et ça la faisait rigoler et ça me faisait plaisir. Mais pas de devoir après, parce que je n'avais jamais pensé à être entrepreneur. Personnellement, ça n'a pas été un choix ou un rêve d'enfance et tout ça. Non, c'était pas devoir. Et ce sont des femmes qui m'ont amené à ça. Et je voudrais aujourd'hui leur rendre hommage parce qu'elles ne sont plus. En 2017, j'ai perdu 2 de mes voisines. Elles sont parties du cancer du sein. Elles sont mortes du cancer du sein. Et ça a été un trauma pour moi parce que j'avais un master en environnement et je connaissais certains résultats de recherche qui montraient le lien entre les problèmes de santé et l'environnement, notamment la pollution du fleuve Ouémé qui arrose tout le Bénin. Et ces femmes-là, en fait, le docteur Pazou, qui est aussi une femme, avait fait des travaux qui expliquaient que quand nous consommons du poisson pêché dans nos eaux, si vous en faites une soupe de poisson frais, vous consommez 100% de résidus de pesticides. Là, on parle de la culture du coton. Si vous faites frire ces poissons, vous réduisez de 60% les résidus de pesticides. Et si vous faites fumer ces poissons, vous réduisez de 40% les résidus de pesticides. Donc, le meilleur mode de cuisson serait la friture, même si vous pouvez utiliser du papier absorbant. Moi, j'ai été traumatisée parce que je me suis dit, c'est des facteurs de risque. Et je me suis dit, peut-être que ces femmes, elles n'avaient pas ce genre d'informations. Et la science fait un travail magnifique, mais avec des codes, et c'est difficile de décoder tout ça.
Et après mon trauma, à un moment, je me suis dit, bon, tu vas arrêter de déprimer pour ça. En 2017, j'avais 13 années d'expérience dans les médias, un master en environnement. Je me suis dit, tu vas rendre l'information environnementale accessible à toutes les cibles en langage terre à terre. C'est comme ça que Terre à Terre Bénin est né, parce que je ne suis pas allée chercher bien loin. Donc, c'est ça, pas passion et pas devoir. Pas passion et pas devoir. Alors aujourd'hui, vous parcourez les établissements privés d'enseignement supérieur pour apporter l'information à la couche estudiantine. Qu'est-ce que vous retenez à mi-parcours de ces différents échanges-là? Est-ce que pour vous, la jeunesse semble être intéressée par la chose? Est-ce qu'ils comprennent l'enjeu? Absolument. En 2022, nous avons lancé ce programme en janvier. Il était mensuel. 2022, 2023, c'était mensuel. Et pourtant, chacune de ces années, nous avons engagé 15 000 personnes sur le terrain, 15 pays dans la sous-région, une belle participation à la COP, qui est la conférence sur le climat à l'international, chacune de ces années. Et puis, 2024, quand on est revenu de Dubaï, on s'est dit, bon, on va essayer de faire mieux. On est allé donc frapper à la porte de 3 autres grandes universités, l'Institut ESAE, tous les premiers jeudis du mois, on y est désormais pour le café environnement, l'ENEAM à Bégamin tous les 2e jeudis du mois et HECM à Jéricho tous les 3e jeudis du mois. Puis nous finissons à l'université d'Abomey-Calavi par où nous avions commencé. Les jeunes y sont intéressés et quand vous voyez... Juste cette semaine encore, on a reçu des vidéos de soutien pour nos ambassadeurs qui travaillent sur le terrain de partout. On a eu des vidéos des États-Unis, on a eu des vidéos de la Russie, malgré tout ce qu'on sait. Tout ce qui s'y passe. Voilà, on a des vidéos de personnes qui vivent à Nati Tengu pour dire que ce n'est pas seulement en Occident. C'est ça notre impact, c'est pouvoir, nous, notre ambition vraiment, c'est avoir un ambassadeur du café environnement dans chaque rue de chaque ville du monde, parce qu'on se dit, s'ils sont des experts, non pas des experts, mais des personnes ressources capables de porter les préoccupations des populations vers nos experts et de revenir vers ces populations avec des réponses, on aura vraiment agi dans le bon sens. Dans le bon sens. Oui, mais vous faites beaucoup et vous entretenez aujourd'hui le monde estudiantin par rapport à la protection de l'environnement. Mais nous savons que ici, dans notre contexte, c'est la femme qui est la base de l'éducation. Et qu'est-ce que vous faites pour que les femmes soient suffisamment équipées pour que déjà, depuis la maison, elles puissent déjà donner les notions de base aux enfants, de sorte à ce qu'en grandissant, ils sachent que leur épanouissement dépend aussi de l'environnement dans lequel elles sont. Les femmes, par instinct, sont engagées à la protection de l'environnement. Parce que, Par instinct. oui, la femme, c'est elle qui apprend à son enfant l'entretien du cadre de vie. Tu dois faire ton lit, ta chambre doit être propre. Et souvent, dans les maisons, quand ça crie, c'est parce que la chambre n'est pas entretenue, c'est parce qu'on n'a pas balayé la cour, c'est parce qu'on n'a pas nettoyé la cuisine ou que le linge est sale. Ça, c'est le minimum. Moi, j'ai une façon assez particulière d'évaluer l'impact. Pour moi, ce n'est pas... Tout à l'heure, je dis 15 000 personnes et tout ça, mais quand je vais sensibiliser avec nos ambassadeurs et qu'on dit, voilà, la loi qui... interdit l'importation, l'exportation, la détention des sacs plastiques. Oui, on a voté la loi, mais elle n'est pas mise en œuvre. D'accord. Ils ont quelque chose à faire en tant que gouvernants. Mais vous, en tant que population, qu'est-ce que vous faites? Et nous, on dit aux mamans, si vous allez au marché, les mains vides, que vous prenez la tomate dans un sachet, le piment dans un sachet, les oignons dans un autre sachet, et à chaque... produit que vous achetez, un sachet. Quand après notre sensibilisation, peut-être hier vous rentriez avec 10 sachets et que demain vous pouvez rentrer avec 7, c'est de l'impact. Il y a eu réduction. En 48 heures, on a vu un changement. Et ça, c'est ce que nous faisons. Et nous ne faisons pas de campagne de communication environnementale sans toucher les femmes parce que c'est énorme l'impact qu'elles ont dans leur maison et dans leur communauté. J'aime l'exemple que vous venez de donner, réduire le nombre d'utilisations de sachets par exemple. Et ce qu'on observe, c'est que 2-3 jours après, elles reprennent avec leurs vieilles habitudes et les femmes, elles sont prêtes à se disputer avec la vendeuse et elle n'est pas prête à leur donner un sachet pour telle ou telle chose. Parce qu'elles sont moulées dans ce système et elles n'ont pas pensé qu'il faut trouver des palliatifs. C'est comme si le sachet plastique aujourd'hui est indispensable dans notre milieu.
Et elles prennent du pure water tous les jours au marché et dès qu'elles ont fini, elles n'attendent même pas de croiser une poubelle pour le mettre. C'est vrai qu'elles éduquent les enfants à balayer la maison, mais dans la rue, elles sont les premiers à jeter les sachets plastiques. Donc, c'est surtout cet aspect qui m'intéressait. Qu'est-ce que vous faites pour qu'elles aillent au-delà de ce qui est connu, qui est traditionnel chez nous, qui est quand même obligatoire, mais qu'elles voient les autres impacts de leur acte vis-à-vis de l'environnement. Il est évident que nous n'avons pas à ce jour rencontré toutes les femmes. Ce n'est pas possible. On continue le travail. Mais pour votre préoccupation, c'est là où moi je dis c'est l'État qui intervient. Ce sont les gouvernants qui interviennent. Et ce sont les entreprises. Les entreprises parce qu'il faut les soutenir. Quand une entreprise crée une solution qui permet qu'on aille par exemple au marché avec des paniers biodégradables, comme on le faisait au bon vieux temps avec nos mamans, c'est difficile pour ces entreprises-là de mettre à échelle leurs produits. C'est là où il faut du financement. Mais quand vous allez vers certaines institutions, on va vous demander des études, on va vous demander un tas d'exigences où vous vous y perdez. Donc, nous, ce que nous faisons, j'aimerais quand même donner cet exemple de la maman que vous allez voir, que nous, quand nous allons vers les mamans, on dit, mais tu es maman aujourd'hui, tu aimerais bien que ton fils ait des enfants demain, mais pourquoi est-ce que tu lui donnes de la bouillie chaude dans un sachet? Ça les choque. Mais après ça, elles écoutent. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Mais est-ce que tu mettrais quelques gouttes de pétrole dans la nourriture de ton fils? Parce que quelques années plus tard, ça va réduire quand même, c'est des facteurs qui réduisent la fertilité. Donc, quand vous passez par ces stratégies-là, vous atteignez mieux votre objectif. Et après, l'éducation, il faut du temps. Est-ce qu'à un moment donné, vous n'avez pas peut-être davantage sollicité, c'est vrai, vous avez évoqué tout à l'heure le cadre législatif, mais est-ce que vous n'avez pas davantage sollicité la police républicaine pour la répression? Parce qu'on sait que dans certains pays, jeter un sachet tout de suite, là, ça vaut quelque chose quand même. Ici... Moi, mon travail est d'informer. Je ne peux pas être dans la répression, je n'en ai pas les moyens. Vous pouvez susciter? Et oui, en fait, quand vous informez, que vous montrez le bien fondé, que vous faites des actions sur le terrain, que les mamans comprennent. Et j'aime dire, s'il n'y a plus de demande, il n'y aura pas d'offre. Si je vais au marché ou je vais acheter mon tévier, mon hata et que je viens déjà avec ma gamelle, la dame n'a pas besoin de me donner des sachets. Si tout le monde fait ça dans le quartier, elle va en acheter. Au bout d'un moment, elle va réaliser qu'elle ne s'en sert pas, elle va arrêter d'en acheter. Donc, en attendant que cette loi soit, qui est la répression et qu'on ait des résultats, si nous, population, nous changeons, quelque chose va bouger. Quelque chose va bouger. Merci à vous, Inès Kwasi. Je crois que la semaine prochaine, on va revenir encore beaucoup plus en détail sur les thématiques survolées ce matin. Merci à vous une fois encore. Belle fête des droits des femmes. Je vais lui dire merci parce qu'aujourd'hui, j'ai compris que le dacon que je mange peut être mortel pour moi. Parce que et c'est ce qui m'a traumatisé en fait, parce que moi j'en ai mangé toute ma vie. Le dacon, elle vient de me dissuader de continuer avec. Et je suis de grands propos, mais je vous prie de faire les choses de façon réaliste, d'accord? Pas du tout utopiste, parce que le dacon, j'en mange encore aujourd'hui, mais pas avec la même fréquence. Parce que si j'arrête, étant de grands propos, ça va être chaud. Ça va être très chaud. Merci à vous, Inès Kwasi. Merci de m'avoir reçu. Carles Kitomé. Merci à vous, chers amis internautes, pour l'aimabilité, l'attention et la fidélité constante à ce programme télé sur Osaïe TV. Voilà, Free Matin prend fin ce matin. Merci pour l'attention. Merci une fois encore. On se retrouve lundi prochain pour le même exercice par la grâce et la volonté divine. Jusque-là, portez-vous bien et belle suite de programmes sur Osaïe TV.